bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. La journée a été rude, donc je ne veux pas prolonger trop longtemps et je voulais simplement vous donner 5 idées à garder peut-être quelque part. Ces idées sont personnelles, donc elles sont mises en discussion, mais j'y tiens pour l'instant. Alors, la première est une source d'inquiétude. Je crois qu'il faut être lucide, c'est pas être pessimiste. Je pense que l'époque qui a été l'âge d'or des droits humains en France est passée. Je pense que cette époque qui est péniblement apparue dans les années 70, sous l'influence d'ailleurs internationale, est en train de s'effacer. Et donc il faut être extrêmement vigilant, il faut être courageux, il faut être volontaire. Ces droits de l'homme s'effacent sous la nécessité, bien entendu. Le pire arrive toujours sous le règne de la nécessité. Les droits de l'homme s'effacent parce qu'on nous serine depuis 20 ans que la sécurité est la première des libertés. Et donc à ce titre, tout est possible. Tout est possible, y compris ce qui méconnaît gravement les droits de l'homme et de la femme. Et puis est aussi en jeu depuis quelques années, mais c'est vrai surtout à l'international, cette espèce de relativisme des droits de l'homme qui fait que les droits de l'homme divisent, les droits de l'homme favorisent les minorités aux dépens des majorités, les droits de l'homme c'est une invention occidentale, etc., etc. Et toutes ces petites chansonnettes finissent par affaiblir non pas les droits de l'homme eux-mêmes, mais ceux qui les défendent. Et donc je vous demande beaucoup de fermeté à cet égard, même si le lieu ici est très mal choisi, puisqu'on l'a dit, l'histoire de Dieulfi, c'est une belle histoire. La deuxième idée, c'est, nous parlions tout à l'heure, quelqu'un évoquait la boussole des possibles. Moi je voudrais dire qu'en matière de droits de l'homme, la boussole est très simple, c'est la boussole de la dignité des personnes. Accrochez-vous à ce thème de la dignité des personnes. Je pense que les droits de l'homme, c'est quelquefois un peu compliqué, ça se ramifie dans des théories un peu brumeuses. La dignité de la personne, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Et c'est quelque chose qui fait que l'être humain, la femme, l'homme que nous avons devant soi n'est pas un animal, n'est pas une autre chose qu'un homme et une femme. Et la dignité, elle n'a pas à se manifester dans des événements grandioses. Une fouille de sécurité dans une prison, celle où on vous met à poil, vous savez, pour regarder si vous n'avez pas un objet caché, dans vos vêtements sur votre corps, ça peut être très facilement quelque chose d'indigne. Ça peut être aussi quelque chose qui respecte au maximum la dignité. Donc pas besoin d'aller chercher très loin pour voir des atteintes à la dignité des personnes, y compris même dans un coup de feu à Nanterre. Accrochez-vous, et ça signifie que pour ça, il faut garder à l'esprit, dans les contacts les plus simples, la dignité est une valeur, quelles que soient les indignités qui aujourd'hui sont faites à l'égard des êtres humains. La dignité reste telle qu'elle. Cette boussole, elle ne change pas. Elle indique toujours la même direction. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est à propos de la surpopulation carcérale. C'est un thème sur lequel dont on parle beaucoup à propos des prisons, et le contrôle général des lieux de privation de liberté, ça fait quelques années qu'il en parle très, très justement, à bon droit. Mais si on doit parler de la surpopulation carcérale, je voudrais ajouter 2 choses à ce propos. La première, c'est que il faut bien en connaître les causes. Il ne faut pas se contenter de dire il y a trop de monde en prison, il faut savoir pourquoi. Je crois qu'Annie Kenzey est ici. Le ministère de la Justice nous prodigue en éléments de toute valeur. Et quand on regarde les choses dans la durée, on s'aperçoit par exemple que depuis 25 ans, la durée moyenne de séjour en prison a augmenté de 38%. 38% en 25 ans. Il n'y a pas beaucoup de grandeur qui évolue de cette nature en matière sociale. Et s'il y a trop de monde en prison, c'est aussi à cause de ça.
Et c'est aussi à cause de la nature des peines prononcées. Et c'est aussi à cause de la longueur de ces peines. Il faut réfléchir à tout ça. Et donc, il ne faut pas se contenter de dire il faut vider les prisons. Il faut avoir une réflexion très lucide sur le fonctionnement de notre système pénal. Et puis la deuxième chose qui s'en déduit, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à dire on va vider les prisons parce qu'après tout ira mieux. Non, je crois que l'essentiel des problèmes de la prison resteront. C'est si vrai d'ailleurs qu'aujourd'hui, les établissements pour peine ne sont pas surpeuplés. Et donc, ce qu'il faut bâtir comme relation sociale entre le personnel qui demande qu'à travailler normalement et des détenus qui demandent qu'à vivre normalement, ça restera toujours très compliqué. Les usines à captivité qu'on nous a bâties depuis 30 ans restent un problème. Les aspirations des uns et des autres sont forcément divergentes. Il n'y a pas que des enfants de cœur en détention. Et donc, il faudra continuer à travailler tout ça. Donc, ne mettons pas la forêt prison derrière l'arbre de la surpopulation carcérale. Il faut aller au-delà. La quatrième chose que je voulais vous dire, je vais arrêter vite, rassurez-vous, ça s'adresse plutôt aux ministres, aux gardes des Sceaux successifs. Est-ce qu'il y a une politique pénitentiaire dans ce pays ? Est-ce qu'il y a une politique pénitentiaire, c'est-à-dire une réflexion publique suivie d'une analyse un peu stratégique et d'une modalité d'action précisément définie ? Je suis aussi lucidement un peu interrogatif sur ce point. Je crois que la loi pénitentiaire de 2009 a été une occasion de politique pénitentiaire. Au fond, elle affirmait la nécessité de vivre les droits de l'homme en prison. Ce n'était pas un objectif inintéressant. Mais tout ça s'est largement effacé depuis. Et aujourd'hui, on l'a vu dans la suite des États généraux de la justice, ou plutôt dans l'absence de suite des États généraux de la justice, qui ont été expliqués par le garde des Sceaux, qui a dit, au fond, la politique pénitentiaire, c'est trois choses. C'est la construction de nouvelles places de prison, c'est le développement du travail d'intérêt général, et c'est des moyens accrus au personnel. Tant mieux pour eux, mais ça ne suffit pas pour être une politique pénitentiaire. Et donc peut-être que des événements comme Concertina peuvent jeter les bases de ce que c'est qu'une politique des pouvoirs publics en matière de prison. Je sens le politique aujourd'hui un peu, pardonnez-moi, c'est très facile de ma place de le dire, un peu vide à cet égard. La cinquième et dernière réflexion que je voulais vous faire, c'est pour vous dire que moi j'ai connu des échecs cuisants, et c'est à propos du silence. Le thème que vous avez choisi m'a rappelé un souvenir très douloureux qui est celui d'une visite de prison que j'ai faite juste avant Noël 2009. Il y avait les préparatifs de Noël dans la prison. Il y avait une cellule là où il y avait 3 personnes et je les ai reçues, chacune d'entre elles après l'autre, toutes les 3. Et il y en a une qui s'est suicidée 8 jours après. Et mon souvenir très douloureux, c'est que je n'ai rien vu dans l'entretien que j'ai eu avec elle. Et donc, tout ceci pour vous dire que, d'une part, j'ai connu aussi des échecs personnels dont j'ai la responsabilité. Et puis, d'autre part, et surtout que, à propos de silence, je voudrais que vous ayez une pensée ces jours-ci pour ceux qui n'ont plus la parole, et pour cause parce qu'ils se sont suicidés en détention. Il y en a une centaine, un peu plus chaque année. Et on se suicide en prison parce qu'on est très, très malheureux pour des raisons très diverses. Donc il faut aussi penser à ça. Merci et bon Concertina.